Bonjour, je vous propose, au cours de cette conférence, d'explorer le paysage du XIXe siècle au travers du médium de la photographie. Nous avons d'un côté un genre bien reconnu, bien établi, centenaire, qui est le genre du paysage, et d'un autre côté une technique qui n'est pas encore qualifiée d'art, la photographie. Grâce à sa fraîcheur peut-être, la photographie va progressivement renouveler l'approche esthétique du paysage au XIXe siècle. Ceci non seulement parce que le paysage fait partie des sujets majeurs de la photographie, mais aussi parce qu'il a contribué à la définir au cours du siècle. C'est-à-dire qu'elle a dû s'adapter à un genre qui lui avait été légué par l'histoire des arts visuels, essentiellement la peinture, mais qu'en s'en emparant, elle a contribué à affirmer son autonomie et à manifester les recherches esthétiques de ces artistes, de ces techniciens, de ces praticiens. On peut donc dire que c'est à travers le paysage que la photographie s'est définie, a trouvé sa voie au XIXe siècle. D'un autre côté, la photographie a aussi donné accès à de nouveaux paysages grâce aux voyages et aux commandes passées à ces artistes qui étaient aussi de grands explorateurs quelquefois. Je m'attacherai plus particulièrement, au cours de cette conférence, aux relations qu'entretiennent le territoire et la photographie au cours du XIXe siècle. Vous savez peut-être que la première photographie est un paysage. La voici. Il s'agit en réalité non pas de la première, mais de la plus ancienne photographie conservée jusqu'à nos jours. C'est le point de vue du Gras à Saint-Loup-de-Varennes de Nicéphore Niepce. Dès 1816, en réalité, plus de 10 ans auparavant, Nicéphore Niepce avait réussi à photographier un paysage sur une feuille de papier sensibilisée disposée au fond d'une chambre noire. Malheureusement, il n'avait pas pu la fixer et la lumière du soleil avait ensuite totalement noirci la feuille. Niepce est l'auteur d'une notice sur l'hésiographie de 1827 qui a été rédigée en décembre et qui devait être communiquée à la Royal Society de Londres, dans laquelle Niepce avait été introduit par un botaniste nommé Boer. Niepce se situait donc plutôt sur le terrain des arts, moins sur le terrain des arts que sur celui des sciences, avec cette notice. Bon, en voici un extrait. Je désire donc que l'on juge bien moins ses premiers essais sous le rapport des arts que d'après les moyens présumés qui concourent à la production de l'effet, car c'est de l'efficacité de ces moyens que dépend une complète réussite. J'oserais réclamer, en même temps pour mon travail, une indulgence qu'on sera plus disposé peut-être à lui accorder si on ne le considère que comme la trace d'un premier pas hasardé dans une carrière toute nouvelle. Il écrit également « Je m'étais proposé un problème important pour les arts du dessin et de la gravure. » Il faut noter qu'ici Niepce ne parle ni de la lumière, ni de la couleur, et voit son invention plutôt comme un procédé technique, pas encore comme un art à part entière. Notons aussi qu'il appelle son œuvre un point de vue, ce qui s'oppose a priori au côté construit, artificiel du paysage tel qu'on le connaissait encore à cette époque-là, c'est-à-dire comme un héritage de la tradition française des XVIIe et XVIIIe siècles. Le point de vue de Saint-Loup-de-Varennes est une œuvre isolée qui représente les débuts d'un nouveau moyen d'expression, et pourtant elle se situe à la croisée de nombreux chemins historiques. Il s'agit d'un paysage, c'est-à-dire une vue cadrée d'une portion d'espace, un espace extérieur, pris depuis un point de vue unique. Nous sommes entre l'intérieur et l'extérieur, puisque Niepce a placé son appareil de prise de vue à l'intérieur d'une pièce. En effet, le côté expérimental de la technique ne lui aurait pas donné l'idée de transporter l'appareil à l'extérieur, comme le feront plus tard les photographes voyageurs. Pour Niepce, l'atelier a tout du laboratoire et c'est depuis sa maison-laboratoire qu'il opère. Depuis la Renaissance, le paysage est lié à la fenêtre, par laquelle il a fait ses premières apparitions en peinture avant de prendre son indépendance au cours du XVIe siècle. Niepce n'a pas de formation artistique, semble-t-il, mais il est sensible au paysage, qui est alors un genre considéré comme mineur. Le paysage naturaliste que pourrait représenter la photographie, et sa photographie en particulier, n'est guère estimé, car on lui préfère le paysage historique, avec son caractère plus artificiel, plus intellectuel également. Donc soit Niepce est conscient du changement et se pose à l'avant-garde, soit plus probablement, il est ici en tant qu'inventeur et cherche un sujet qui serve de démonstration. Il a sans doute fait le choix d'un objet inanimé, car il sait que les temps de pause sont trop longs pour un portrait. Le temps de pause est alors estimé entre une demi-heure et plusieurs jours. Niepce a aussi exercé son art sur les natures mortes au début. Il a ainsi photographié des objets dont malheureusement les prises de vue ont été perdues depuis. Mais sans doute le paysage lui permet-il de travailler sur la perspective avec une lumière naturelle.
Les lignes sont très nombreuses dans ce paysage. Elles sont pleines de fermeté, puisqu'elles correspondent d'une part à l'horizon, d'autre part au bâtiment. Les contrastes qu'il a créés sont forts, car les bâtiments se découpent sur le ciel. D'ailleurs, la lentille que Niepce utilise a tendance, avec sa courte focale, à étirer les lignes latérales et à accentuer la perspective. Chose inhabituelle, Niepce montre bien les montants de la fenêtre par son cadrage latéral. Il ne cherche donc pas à occulter les conditions de la prise de vue. En hauteur, on devine que l'appui intérieur de la fenêtre détermine les limites du bas de l'image. Le sol de la cour devait être visible depuis son point de vue. Alors que dans la moitié supérieure, on voit une portion de ciel, selon une proportion naturelle, pour qui regarde du premier étage d'une maison. Cette première photographie obéit donc à l'essence de sa technique. En même temps, le paysage qui est présenté se conforme plus ou moins consciemment à un certain nombre de fondamentaux du paysage composé. On se trouve avec des repoussoirs inférieurs et latéraux, on pourrait même parler du système de coulisses, propre à certains tableaux de Claude Lorrain. On a également un dosage, comme chez Nicolas Poussin, entre vertical, horizontal, avec une progression le long de diagonale vers un horizon éclairé. Niepce aurait pu tourner son appareil autrement, choisir une autre pièce de la maison. Mais puisqu'il connaissait le paysage par les estampes, il a sans doute quand même composé sa vue, à la manière d'un peintre, dans la mesure où il a établi son cadrage, en équilibrant les rapports entre les différentes lignes et entre les différents objets. La lumière ne possède pas encore la qualité réaliste du rendu photographique qui viendra plus tard. Le temps d'exposition est long, sans doute pas les 8 heures dont on a parlé quelques fois, mais plutôt autour de 30 minutes, comme Niepce le mentionne plus tard en 1829. La lumière a donc sans doute varié et n'a pas la précision et la qualité d'instantané qu'on retrouvera dans d'autres photographies. Pour conclure sur cette première photographie, on pourrait penser que même si elle se relie à une tradition proprement artistique, le photographe ici se situe encore entre l'expérimentation technique et la recherche esthétique, à un stade encore embryonnaire. Poursuivons maintenant notre examen du rapport entre paysage et photographie au XIXe siècle. Nicéphore Niepce réalisera finalement peu d'œuvres. En revanche, sa technique, perfectionnée par Louis Daguerre, va donner naissance au daguerréotype, lequel va se répandre dans le monde à partir de sa publication en 1839 et faire naître une grande quantité de paysages. Voici une vue parisienne réalisée par Choiselat et Rattel, qui sont considérés comme les premiers grands photographes de l'histoire de ce nouveau médium. Grâce à des produits différents, ils purent faire passer le temps de pause de quelques minutes à quelques secondes, et ainsi témoigner de la présence humaine sur ce pont avec les gardes à cheval qui sont stationnés. Mais les foules mouvantes produisent encore des sortes de fantômes. On a donc deux temps dans l'image, et le paysage n'est pas un instantané, ce qui crée une sorte de paradoxe pour notre perception. Voyons maintenant un daguerréotype composé par le peintre romantique Jean-Baptiste Gros, qui n'a jamais fait de paysage pur, mais l'a cantonné souvent au fond, à l'arrière-plan de ses grandes épopées comme la bataille d'Eylau. Gros livre ici une composition parfaitement maîtrisée, avec Saint-Paul en ligne de mire, et il équilibre les horizontales des ponts et les supports verticaux. Gros s'inspire ici fortement des vues peintes du XVIIIe siècle. Le temps de pause crée une immatérialité de la surface de l'eau, contrairement à ce qui se pratiquait traditionnellement en peinture, dans laquelle on appréciait, surtout à l'époque, les surfaces très animées, les remous tempétueux. Le daguerréotype doit donc composer avec les limitations techniques, notamment en raison du temps de pause. On photographie les villes avec des points de vue élevés pour éviter les effets de ces traînées à l'image qui sont produites par le mouvement des hommes. Cela donne des paysages inhabituels pour un public qui est habitué à la peinture, qui est habitué à des vues de villes plus animées, avec de petites scénettes au premier plan. On a des villes plutôt désincarnées, des points de vue qui sont avant tout topographiques, c'est-à-dire descriptifs et soucieux plus d'exactitude que d'effet. À travers ces limitations, pourtant, une certaine modernité s'affirme, surtout à travers les villes, bien avant que la peinture s'en empare véritablement, notamment avec l'impressionnisme et ses suites. Cependant, les progrès techniques sont rapides, le portrait devient dominant dans la pratique photographique et l'exclusion du sujet humain ne sera bientôt plus nécessaire. Le paysage ne sera donc plus un genre par défaut, il va être un choix pour les photographes. C'est positivement qu'on va maintenant exploiter le potentiel de la photographie pour son exactitude, pour sa précision. D'emblée, on lui attribue une visée encyclopédique. On photographie de nombreux monuments français dans le cadre de la mission héliographique qui occupe de nombreux photographes majeurs à partir de 1851 en France. Cette mission héliographique va également déborder sur le domaine du paysage. Le photographe Édouard Baldus se lance en 1849 dans une campagne dans le midi de la France.
Il sera choisi pour participer à la mission héliographique, lancée en 1851 par l'administration des Beaux-Arts et par la Commission des Monuments historiques. Il va ainsi photographier Fontainebleau, la Bourgogne, le Lyonnais, le Dauphiné, la Provence. Beaucoup de ces photographies ne seront pas publiées immédiatement. Dans cette photographie du château de Polignac, Baldus opte pour la plus grande ampleur de la vue, avec un sujet en plein centre, ce qui correspond à la manière souvent majestueuse de ce photographe. Au contraire de Baldus, Henri Le Sec, autre photographe de la mission héliographique, privilégie les contrastes et les apparitions, comme ici celle de la silhouette de la cathédrale de Troyes, qui surgit en quelque sorte au détour d'une rue, grâce à la composition très libre et riche en repoussoirs. On a quelquefois parlé de l'influence de Victor Hugo à propos de son style. Au-delà du territoire français, dès ses débuts, la photographie va permettre, alors que les voyages ne sont pas encore à la portée de tous, de faire connaître l'image des lieux célèbres, des lieux éloignés dans le temps et l'espace. Les amateurs de photographie vont ainsi pouvoir revivre les grandes époques de la civilisation à travers les voyages des photographes. Ils vont aller en Égypte, en Grèce, dans l'Orient, qui préserve encore une partie de la saveur de l'Antiquité chrétienne. Au milieu du siècle, l'attrait de l'Orient s'explique à la fois par la nostalgie du romantisme, par une nouvelle religiosité et par le goût de l'ailleurs, qui est porté par le mouvement colonial. Joseph Philibert Giraud de Prangé est un aristocrate, un dessinateur passionné par l'Orient. Après le dévoilement du daguerréotype en France, il est l'un de ceux qui s'équipent en premier. Ces vues seront plus tard reconnues pour leur qualité artistique et leur côté novateur dans certains formats comme ici. Cette photographie fait partie d'un recueil de différentes vues prises par Gilbert de Prangé lors d'un voyage autour de la Méditerranée qui devait le mener jusqu'à Jérusalem et en Perse. Il publiera ensuite des recueils d'études sur l'architecture avec des gravures qui reprennent et interprètent ces photographies. La photographie ne pouvant pas encore être bien reproduite, elle est ici encore une servante des autres arts. Giraud de Prangé photographie également l'Acropole, autre lieu qu'investit à la fois l'imaginaire romantique et le goût du classicisme qui est encore très répandu. À la précision apportée par la photographie s'ajoute la vogue du panoramique, qui est réelle et qui bouleverse la compréhension des espaces à travers le format. L'ampleur des vues donne ici une immensité inconnue au territoire. Toujours pour l'Orient, on pourrait aussi citer les nombreuses photographies prises par Maxime Ducamp en Égypte, et également pour l'Égypte, les photographies de Gustave Le Gray, dont on reparlera après. Souvent, comme sur ce cliché du baron Gros, l'artiste insiste sur le passage du temps. Le point de vue en plongée, inhabituel, donne aux nobles ruines une autorité sur le paysage, mais la précision du daguerréotype détaille aussi tous les aspects de l'usure des pierres et de l'action destructrice des hommes. C'est un paysage romantique par excellence parce que paysage de ruines. À propos du temps, d'ailleurs, certains paysages de la même époque possèdent une spécificité qui est très liée au médium photographique. Ils racontent l'histoire non plus au passé simple, mais selon un présent qui vient de s'enfuir. Ce sont les photographies des grands paysages de guerre américains de Matthew Brady, Timothy O'Sullivan et Alexander Gardner, ou encore les photos de la guerre de Crimée prises par Roger Fenton. Matthew Brady était le chef du corps des photographes de la guerre de sécession américaine et a formé d'autres photographes comme Gardner, Barnard, Timothy O'Sullivan. Il y avait une voiture photographique spéciale, connue des deux camps, pendant la guerre de sécession, qui passait parfois pour une automitrailleuse. Elle fut présente juste avant ou après les combats à Antietam, Fredericksburg, Gettysburg. On s'est rendu compte après que certains clichés de Gettysburg étaient réalisés après coup, avec des assistants qui jouaient le rôle des morts. On s'est donc posé la question de la véracité de cette scène. En tout cas, le paysage ici est un paysage de guerre à l'échelle humaine, de la manière la plus horriblement littérale. Tous les paramètres techniques, le cadrage, la profondeur de champ, prennent une signification symbolique, qui étendent le champ de la signification justement. On dépasse le champ de bataille particulier pour avoir une représentation de la guerre en général. Pour certains commentateurs, comme Hubertus von Amundsen, il est secondaire que cette photographie ait peut-être été réalisée après coup et posée. Son efficacité, dit-il, joue de la théâtralité de l'horreur, celle de l'exposition. Citation tirée de l'ouvrage Somme de Michel Friseau, Nouvelle histoire de la photographie. La guerre de Crimée, prise ici par Roger Fenton, oppose entre 1853 et 1855 la France, l'Angleterre et l'Empire ottoman à la Russie de Nicolas Ier. C'est le premier conflit dans lequel les photographes ont un rôle reconnu. Ils sont envoyés par les agences
de presse ou par les gouvernements directement. Alors que d'autres échouent, Roger Fenton, lui, va réussir. Il entreprend son voyage en février 1855 avec 2 assistants et après une longue préparation. Fenton s'est préparé pendant 7 mois. Il avait simulé des exercices sur un terrain de guerre dans le Yorkshire et s'était équipé d'un photographic van, c'est-à-dire une petite voiture blindée avec à l'intérieur 5 chambres noires et 700 plaques photographiques de 3 tailles différentes. Il avait également des produits chimiques en très grande quantité et de la literie. Roger Fenton opte pour le collodion, qui est une technique rapide qui permet un temps d'exposition réduit entre 3 et 20 secondes. Mais Fenton ne fera pour l'essentiel que des portraits, des vues de l'intendance, ce que les Anglais voulaient voir pour se rassurer en fait. Donc il y a une différence entre l'état-major qui est satisfait par les photographies de Fenton et les gens qui ont connu les combats qui sont souvent déçus parce qu'ils ne montrent pas l'horreur de ces combats, la violence de ces combats. Pourtant Fenton a aussi montré la réalité de ces combats mais d'une manière détournée. Il le fait ici justement à travers un paysage. Nous voyons ici une vallée qui est appelée par les soldats britanniques en référence à un psaume, le 23e psaume, la vallée de l'ombre de la mort. Fenton a eu beaucoup de mal à la photographier à cause du danger qui rôdait. Le paysage ici est structuré comme une photographie de nature. Il montre une sorte de fleuve, il montre des élévations de terrain qui ressemblent à des montagnes. On a donc effectivement une vallée. Mais le hiatus est d'autant plus frappant que ce n'est pas de l'eau qui occupe le lit de la rivière, mais des boulets. Roger Fenton, dans une de ses descriptions, parle d'ailleurs d'un courant de boulets. L'action des hommes retourne à la nature avec son lot de cataclysmes. Il y a dans cette photo une forme d'ironie et de fantastique romantique à la fois. Le paysage devient en tout cas une manière de contourner la censure ou l'autocensure. Loin de ces théâtres de guerre, il y aurait beaucoup à dire sur l'exploration de l'Extrême-Orient par les photographes. Ces campagnes bénéficient des conquêtes coloniales. Il y a bien sûr de nombreux photographes britanniques qui travaillent en Extrême-Orient, notamment en Chine. Par exemple John Thompson, écossais, qui voyagea en Malaisie, en Indonésie, en Indochine et a ouvert un atelier à Singapour en 1865. Il est également allé au Cambodge. Et de retour en Angleterre, il a publié Illustrations of China and its People, c'est-à-dire Illustrations de la Chine et de ses gens, de ses habitants. Ouvrage publié en 1877-78, avec de nombreux commentaires également sur la société chinoise. Donc Thompson a une approche originale dans la démarche ethnographique comme dans la photographie. Et au sein de sa production très variée, ce paysage montre une belle compréhension du territoire chinois, de l'étendue de ses cultures, ainsi que des échos de la grande peinture de paysage chinoise, avec son jeu sur les valeurs et sur le rapport entre les pleins et les vides. Mais les voyages sont aussi intérieurs, et de nombreux photographes redécouvrent leur propre territoire, ou encore des endroits qui avaient été négligés jusqu'alors parce qu'ils n'obéissaient pas à la logique du paysage classique. Pour la Grande-Bretagne, on peut citer par exemple John Muir Wood, qui a beaucoup voyagé en Europe, qui a pris de nombreux clichés, mais dont les œuvres les plus personnelles ont été faites sur le sol britannique. Ce cliché a été pris en Écosse, dans un endroit qui n'a pas été identifié. Muir Wood, ici, fait montre de son goût du spectaculaire et du sauvage avec ce lit tortueux et accidenté, cette végétation touffue, et ce point culminant en haut de la pente avec la ruine. On voit que la photographie prend la suite de la peinture de paysage, qui avait fait des ruines l'un de ses sujets de prédilection depuis la fin du XVIIIe siècle. Mais le point de vue et la composition portent la marque d'une originalité qui est proprement photographique. En France, dans la région rhénane, il faut aussi mentionner les vues des bords du Rhin de Charles Marville. Les bords du Rhin, c'est le nom d'un album édité par la société Blanquart-Évrard en 1853, qui compte 28 photographies. L'album est surtout architectural, puisque Marville passe par Strasbourg, photographie sa cathédrale par exemple, il passe également par Mayence, Coblence, Francfort, Cologne. Mais il y a quand même quelques paysages dans lesquels apparaît le goût de Marville pour le monumental et pour les encadrements spectaculaires, avec un goût assez romantique pour les changements d'échelle. Les photographes proposent donc de nouveaux paysages à la vue des amateurs, des paysages dans lesquels les monuments et les ruines ont une grande place. Cette exploration du territoire va prendre une importance différente aux États-Unis. Cette nation encore jeune va se développer vers l'ouest et les photographes vont accompagner la découverte du territoire immense et varié que les colons conquièrent. C'est un autre passé qui va surgir, celui d'une nature qui est considérée encore comme vierge. Derrière ces œuvres se manifeste une affirmation de l'indépendance à travers la construction de cet État, vers l'ouest notamment. On verra ainsi les paysages des Rocheuses, les paysages du désert, de l'ouest, de la Californie. Va émerger également une nouvelle sensibilité à la protection de la nature nationale,
avec les grands parcs nationaux, les parcs de Yellowstone ou Yosemite, et leurs conformations remarquables, qui seront retranscrites par des photographies. Mais d'abord, le territoire est encore à conquérir, et il est l'enjeu du pouvoir. Nous allons reparler donc de la guerre de sécession. George Barnard est engagé à la fin décembre 1863 dans la section topographique de la division militaire du Mississippi. Il est chargé de fournir à l'état-major des éléments nécessaires à l'élaboration des cartes, des documents photographiques essentiellement. Ça va servir également à la conduite des opérations. George Barnard va suivre les troupes du général Sherman. Mais après la guerre, Barnard a l'idée, et il est encouragé en cela par le général Sherman lui-même, d'éditer en souscription un album qui réunit 61 planches sous le titre Photographic Views of Sherman's Campaign, les vues photographiques de la campagne de Sherman. Alors que d'autres photographes ont montré la violence de la guerre, les photographies de Barnard représentent essentiellement les paysages vides et les ruines. Ces paysages rappellent que le territoire est l'enjeu de la guerre de sécession. Il y a des ponts à détruire ou à maîtriser, des fleuves qui servent de limite entre les États, de limite des zones d'influence également. D'autres photographes vont célébrer les lieux remarquables du territoire national, souvent au prix d'efforts considérables. Les photographes américains qui vont travailler dans l'Ouest travaillent dans des conditions héroïques, surtout vu leur lourd matériel. Vous imaginez les négatifs qu'on appelait des négatifs mammouths sur des plaques de verre de 50 à 60 cm et les appareils qui devaient accueillir ces négatifs. Mais ces photographes seront récompensés car leurs photos seront très célèbres et le sont encore aujourd'hui à partir de leur premier dévoilement lors des expositions universelles. William Henry Jackson est l'un des plus fameux d'entre eux. Il aborde la photographie en 1858 en tant que retoucheur. Puis il sera soldat dans les troupes de l'Union pendant la guerre de sécession et va retrouver la photographie en tant que professionnel et va vraiment s'établir en 1867. Il aura par exemple un studio de photographe à Omaha en 1868. William Henry Jackson est attiré par les grands espaces. Il va photographier les tribus amérindiennes et en 1869, il travaille pour le compte de l'Union Pacific Railroad, une campagne de prise de vue sur l'avancée de la ligne ferroviaire vers l'ouest. Il semble que pour cette vue de Canyon Jackson dans le Colorado, William Henry Jackson ait accentué fortement les contrastes de lumière et d'échelle pour imposer sa vision d'une nature américaine grandiose. Jackson est aussi, de 1870 à 1873, le photographe de la mission géologique et géographique Hayden, qui est initiée par l'État fédéral. Il va magnifier la puissance de la nature américaine, dont il sera l'un des grands défenseurs. Le Congrès américain classera ce lieu comme parc national en 1872. Le cliché qu'on voit ici est à la hauteur de cette ferveur, parce que Jackson y manifeste son sens presque mystique de la lumière, avec un contre-jour très dramatique et un angle qui donne un grand dynamisme à la nature. Ailleurs, les photographes se tournent vers les paysages extrêmes, que la peinture n'a pas toujours atteints. Il y a ainsi de grands explorateurs qui vont faire découvrir de nouveaux horizons à travers la photographie, les déserts, dont on a déjà parlé autour de Jérusalem, mais aussi un territoire relativement nouveau, que la peinture conquiert elle aussi progressivement, qui est la haute montagne. Il faut rappeler que la première ascension du Mont Blanc a eu lieu en 1787. Après cette date, la montagne va exister non plus seulement en arrière-plan, plus ou moins brumeux, mais comme un lieu à part entière. Le vicomte Joseph de Vigier apprend la photographie auprès de Gustave Le Gray. Cet art le passionne tellement qu'il s'engage comme membre fondateur de la Société héliographique, société à la vie assez courte, et il fera aussi partie de la Société française de photographie à partir de 1854. En 1853, il voyage en Espagne et ramène de son voyage de nombreuses vues très remarquables des Pyrénées. Il passe donc 2 mois pendant l'été 1853 dans les Pyrénées, et photographie en utilisant la technique de l'anglais Talbot, dont nous parlerons ensuite, qui est le calotype. Le calotype permet certains jeux de lumière et permet notamment d'avoir des contrastes assez forts. On a rapproché le sens du sublime des vues de Vigier dans les Pyrénées et les tableaux de Turner, ce que cette photographie illustre très bien avec son insistance sur les éblouissements de lumière et son harmonie tout en courbe. Vigier insiste sur le côté grandiose du cirque de Gavarnie, et il montre ici, comme dans beaucoup d'autres photos de cette série, un univers où le minéral et l'aérien s'affrontent sans médiateur. Mais la haute montagne est aussi le domaine des frères Bisson. En août 1860, la famille impériale et le gouvernement visitent la France jusqu'en Corse, puis en Algérie. Au passage, on visite la Savoie, qui est une nouvelle conquête, et principalement on visite le Mont Blanc, le toit de l'Europe. Les frères Bisson participent à plusieurs expéditions dans les Alpes dont ils rapportent des clichés en grand format.
Ces œuvres contribuent au succès de ces photographes qui sont aussi des alpinistes chevronnés. Ces photos correspondent à différents intérêts, politiques, géologiques, mais aussi esthétiques. Le romantisme et son goût du sublime sont à l'œuvre dans cette vue où les repères habituels disparaissent, au profit d'un univers cyclopéen où l'homme apparaît tout à fait minuscule. À propos de la haute montagne, il faut aussi citer bien sûr Adolf Braun. Adolf Braun se consacre à la photographie de montagne dans les années 1860, souvent aidé par des assistants. Il s'associe à des éditeurs et fait de nombreuses vues en stéréoscopie, technique alors très populaire. Le format panoramique s'adapte particulièrement bien au paysage, qui dans cette vue n'est pas composé classiquement mais avec deux points de fuite pour le regard. La sensation d'immensité qui en résulte est saisissante, de même que la précision permise par un négatif grand format et par la science des photographes. Après les hauteurs vertigineuses de la montagne, les photographes se tournent également vers les extrêmes géographiques, tels Herbert Ponting. Herbert Ponting est un photographe autodidacte. Il a été également cowboy aux États-Unis, gérant de mine pendant la ruée vers l'or. Mais il travaille ensuite comme photographe explorateur pour des journaux. Il devient célèbre au point de devenir le photographe officiel de l'expédition malheureuse du capitaine Scott en Antarctique en 1909. Par la suite, il va faire de nombreuses conférences sur son expérience de cette expédition. Cette photographie résulte de l'une de ses campagnes en Antarctique. Elle présente une composition raffinée qui vise clairement à donner une vision fantastique de ces territoires inexplorés. La perspective est organisée pour donner toute sa place à l'homme, les explorateurs au premier plan et leurs vaisseaux à l'arrière-plan. La photographie ne renonce à aucun territoire, même pas aux plus éloignés, qui sont au centre de la photographie astronomique. Ce genre nouveau doit beaucoup à un pionnier anglais du nom de John Draper, qui améliora considérablement la sensibilité des émulsions pour pouvoir photographier de nuit. Son fils, Henry Draper, va bénéficier de ces avancées. Et il poursuit le travail photographique de son père en construisant un observatoire sur le terrain de leur propriété de l'État de New York, à Hastings-on-Hudson. Henry Draper a fait 1500 clichés environ, qui pendant longtemps ont été considérés comme les meilleures vues de la Lune. Elles étaient d'une telle précision qu'on pouvait les agrandir jusqu'à 90 cm de côté en conservant un grand niveau de détail. On a également édité de nombreuses vues stéréoscopiques à partir de ces travaux. Comme le ciel nocturne ne faisait plus peur, il était normal que les photographes s'intéressent à la nuit, tel Paul Martin. Pendant longtemps, pour éclairer la nuit, on a utilisé des poudres inflammables, qu'on appelait des photogènes, qui avaient fait leur apparition en 1857. Mais ces poudres font de la fumée qui peut perturber la prise de vue. On va utiliser ensuite du magnésium, qui produit un petit peu moins de fumée. Mais la grande révolution, c'est en 1860, quand Nadar, grand photographe, grand portraitiste, opte pour la lumière électrique, qui est alors faite avec des électrodes de charbon alimentées par des piles benzène. Nadar va photographier les catacombes, puis les égouts de Paris. Pendant des mois, il va produire une centaine de vues ainsi. Par la suite, dans les années 1880, la nouvelle sensibilité des plaques au gélatino-bromure d'argent permet d'utiliser des poudres au magnésium sur de brèves durées. On va utiliser le flash, et il sera utilisé notamment par Ponting en Antarctique. Paul Martin, qui est considéré comme anglais, mais qui est né en Alsace, est surtout connu comme un photographe de rue. Lui qui s'était procuré et avait amélioré un appareil spécial qu'il pouvait porter sous le bras pour faire des photos de façon totalement discrète. La poésie de la vue nocturne qu'il produit est tout à fait évidente dans ce cliché. Les détails sont effacés au profit de profils et de reflets d'une douce modernité. Il a eu beaucoup de photographies urbaines de nuit à partir de ces années-là, dans les années 1890. Paul Martin donc à Londres, Bellieni à Nancy et à Paris. On pourrait également se reporter au travail des pictorialistes, dont je parlerai ensuite. Jusqu'à présent, nous avons essentiellement suivi l'extension du terrain d'action de la photographie à travers la conquête de nouveaux territoires. En chemin, on a vu que la photographie a démontré quelques-unes de ses qualités. Mais il faut aussi dire que les avancées de nombreux photographes les portent sur un autre terrain, le terrain de l'esthétique. La photographie confirme qu'elle est un procédé novateur et utile, mais elle s'affirme aussi petit à petit en tant qu'art. C'est-à-dire qu'elle va livrer, en plus de paysages spectaculaires ou de documents inédits, une vision du monde à travers le paysage. Elle va refléter les recherches de ceux qui ne seront plus seulement des techniciens, mais aussi des auteurs, des artistes. Dans un premier temps, en plein romantisme, la photographie va puiser dans les sources écrites, en s'imprégnant de littérature, notamment chez les photographes britanniques. William Henry Fox Talbot est peut-être le premier artiste de la photographie, et un grand technicien,
qui, avec sa technique du calotype, qui fonctionne selon un couple négatif-positif, a proposé une sérieuse concurrence au daguerréotype. Fox Talbot a des ambitions littéraires car il décrit de manière très poétique ses œuvres dans les recueils qu'il imprimait lui-même. Ce cliché a été publié dans un recueil intitulé Sun Pictures in Scotland, c'est-à-dire héliographie en Écosse, ou images produites par le soleil, recueil imprimé en 1845 dans l'imprimerie de Fox Talbot, à Reading. Ce livre, ce recueil, relate un périple sur les traces de l'écrivain anglais Walter Scott, l'auteur d'Ivanhoe, très connu. La tombe de Walter Scott se situe dans les ruines d'une abbatiale, comme le montre ici Fox Talbot. Un esprit romantique plane sur ce cliché, doublement, à la fois dans le souvenir de l'écrivain et dans la vénération des légendes que ses romans et ses poèmes remirent au goût du jour, en suscitant une redécouverte du patrimoine médiéval français. Il faut dire qu'également, Walter Scott était très important pour le romantisme français, par exemple chez un Delacroix. Talbot photographie également le Loch Katrine, ici avec une grande ampleur. Le Loch Katrine, c'est le théâtre de La Dame du Lac, le poème épique de Walter Scott sur les guerres de clans en Écosse. Si on compare ce cliché avec une vue du même Loch Katrine par Turner, qui avait connu Walter Scott et qui a même réalisé des vues à sa demande, on voit la différence entre la photographie et la peinture. On voit ce que la photographie apporte en termes de sobriété, de précision, de modestie d'une certaine manière. Il ne faudrait pas réduire Fox Talbot à ce type de paysage, lui qui a aussi réalisé des vues d'une modernité saisissante, comme celle-ci. Talbot photographie dans ce cliché Oxford avec beaucoup d'originalité, et il se situe vraiment à l'aube d'un nouvel art. Il invente des vues surprenantes avec une magnifique audace du point de vue qui crée une belle profondeur de la perspective et une admirable alternance d'ombre et de lumière. Pour rester dans les influences littéraires, parlons maintenant de Roger Fenton. Roger Fenton est né en Angleterre et il a suivi parallèlement une formation artistique et de juriste. Il est l'élève à Paris du peintre Paul Delaroche, chez qui il côtoiera Gustave Le Gray, autre très grand photographe de l'époque. Roger Fenton développe son goût pour la photographie au contact de Le Gray et par ses expérimentations personnelles. Il possède une grande autorité, il touche à tous les genres, voyage beaucoup et obtient de nombreuses commandes. Dans cette œuvre, il retrouve l'esprit romantique d'un Walter Scott et d'un Talbot à propos d'une abbaye cistercienne de Rievaulx dans le Yorkshire, à laquelle Fenton a consacré plusieurs photographies. Il travaille à l'interface entre l'architecture et le paysage, montrant l'interpénétration des deux selon une perspective véritablement romantique. Il faut noter la présence discrète mais importante de la femme de Fenton dans ce cliché, qui s'appelait Grace. C'est une vue empreinte du sentiment de la grandeur et d'une douceur féminine qui évoque les récits d'un Gérard de Nerval. Fenton photographie en 1854 la Wharfe, une rivière du Yorkshire qui est très prisée des touristes. Il exploite les propriétés, les particularités, les qualités de la photographie en insistant sur le contre-jour, sur des effets lumineux qui dissolvent certains détails. On l'a rapproché de Turner par certains côtés, qui a d'ailleurs aussi travaillé dans ces parages. Le romantisme de Fenton se fait donc parfois moins littéraire que purement visuel, lumineux, pictural. La photographie et la recherche d'une nouvelle esthétique recroisent aussi nécessairement donc le chemin de la peinture. Ça se produit d'abord autour d'un tournant esthétique commun, à la fin du romantisme, vers 1850. En France, l'école de Barbizon s'affirme alors au sein des paysages impressionnants de la forêt de Fontainebleau. La comparaison entre la photographie et la peinture montre le lien évident qui est existant entre la photographie et l'école de Barbizon, alors naissante. Je montre ici donc une photographie anonyme de chêne dans la forêt de Fontainebleau et un tableau de Narcisse Diaz de la Pena. Les peintres et les photographes partagent donc un intérêt commun pour cette autre nature, qui est plus proche, plus familière, mais aussi mystérieuse avec ses forêts, ses clairières, ses chaos de roches. Photographes et peintres se retrouvent près de Barbizon et travaillent parfois très près les uns des autres, quand ils ne se retrouvent pas chez le père Gann, qui est le beau-père d'Eugène Cuvelier. Le père Gann tenait une auberge très populaire auprès des peintres de Barbizon. Eugène Cuvelier était l'ami de nombreux peintres, qu'il a photographiés parfois au travail. Le sujet que montre ici Cuvelier est clairement relié à l'école de Barbizon, mais l'effet lumineux est rare et il démontre toutes les qualités de la photographie. Cette photographie est plus originale encore. L'atmosphère de désolation qui était aussi celle de Fontainebleau
avait intéressé des peintres comme Diaz et Corot. Mais ici, la puissance plastique du rendu photographique fait merveille. Quand on met en parallèle un cliché de Gustave Le Gray et un tableau de Théodore Rousseau, le maître de l'école de Barbizon, on voit une grande proximité dans les recherches. Théodore Rousseau, grand peintre de l'arbre et des sous-bois de l'école de Barbizon, rejoint donc Le Gray. Le Gray fera également de très belles vues d'arbres, isolés, baignés de lumière. Ailleurs, Gustave Le Gray relève le défi de Courbet en introduisant le mouvement dans le paysage de marine. Car Le Gray est un grand technicien et il maîtrise le temps de pause au point de pouvoir enfin figer le mouvement impétueux des vagues, comme ici. Plus tard se retrouveront en forêt de Fontainebleau les représentants d'une nouvelle génération de peintres novateurs, les impressionnistes. Le Gray est déjà passé par là. On peut ainsi retrouver des points de vue communs dans les œuvres de Le Gray et Monet, non seulement dans le cadrage, mais également dans les effets de lumière. Le travail direct avec la lumière naturelle est en effet le propre de la photographie, mais il fait aussi l'objet des attentions des peintres d'impressionnisme. On voit donc dans ces deux œuvres un rendu subtil de la diffusion de la lumière, d'autant plus remarquable que les deux vues ont été faites à des moments différents, à des saisons différentes, et que leurs éclairages sont, pour ainsi dire, quasiment opposés. Mais Gustave Le Gray mène aussi des recherches propres, qui l'éloignent de l'impressionnisme, et qui le mènent vers une forme de fantastique. Dans de nombreuses œuvres, notamment dans les marines, il trouve une solution technique à un problème qui se posait. Si on voulait rendre la complexité lumineuse du ciel avec ses nombreux nuages, on devait sous-exposer, et on risquait d'avoir des premiers plans trop peu éclairés. Dans cette photographie, une barre noire à l'horizon nous met sur la piste de la solution trouvée par Le Gray. Il s'agit tout simplement d'un collage à partir de deux négatifs différents, qui permet de raccorder un ciel tourmenté à une mer dont toutes les nuances lumineuses ont été rendues. Il faudrait parler du reste de la carrière de Gustave Le Gray, qui, après avoir participé à la mission hélographique, après avoir travaillé dans la région de Fontainebleau, va produire des clichés très intéressants sur les abords de son atelier à Paris, dans des vues urbaines qui pourraient paraître à un premier regard assez banales, qui va également produire des vues des paysages déserts qui accueillent les manœuvres militaires autour de Châlons, et qui va finir en Égypte avec des vues très originales, très personnelles. Je me contenterai de retenir pour cet exposé la signification des recherches techniques de Gustave Le Gray, pour la suite de l'histoire de la photographie de paysage. On pourrait faire de Gustave Le Gray en fait l'un des premiers photographes plasticiens, c'est-à-dire un photographe qui n'hésite pas à transformer les images qu'il a saisies lors de la prise de vue pour les faire correspondre à ses visées esthétiques. Bien plus tard, un groupe de photographes opteront franchement pour l'artificialité et chercheront à débarrasser la photographie de son essence réaliste. Ce sont les pictorialistes, au premier rang desquels Robert de Machy. Robert de Machy se destine d'abord à la banque. Puis, il se consacre à la photographie à partir de 1880. Il adhère à la Société française de photographie en 1882, et avec Constant Pouillot, l'autre grand représentant du pictorialisme, il devient le leader de ce mouvement, le président du Photoclub de Paris, et un théoricien respecté. Il va notamment proposer de nombreuses innovations techniques, avec la célèbre et complexe technique de la gomme bichromatée, de l'héléobromie également. Il va consigner avec Constant Pouillot un ouvrage important, Les procédés d'art en photographie. La gomme bichromatée est donc considérée comme un procédé d'art. Il s'agit de se rapprocher de l'art, notamment dans cette œuvre, qui est l'une de ses photographies les plus célèbres. Alors que la vue plongeante pourrait accentuer la sensation d'espace, l'accent qui est mis sur la surface, qui paraît peinte, annule cet effet et nous donne plutôt des sensations tactiles. La technique longue et complexe de la gomme bichromatée, la recherche esthétique, sont donc à l'unisson pour cette œuvre qui tend vers une recherche d'atmosphère avant tout. On atteint ici un extrême dans l'irréalisme, et il s'agit bien d'une conquête importante de la photographie qui s'affirme ainsi comme un art à part entière, en se libérant non pas des contraintes techniques, mais de certains verrous esthétiques. Pourtant, la libération de l'esthétique photographique dans le paysage passe aussi par une tendance opposée. En effet, jusqu'à présent, la photographie s'était mesurée à la peinture par ses recherches en matière de composition, de lumière, de texture même, concernant de Machy. Les photographes que nous allons voir maintenant ont au contraire choisi de créer une esthétique proprement photographique du paysage et de manifester une véritable spécificité, indépendamment des autres arts. Ça a pu se faire d'abord parce que certains territoires avaient été négligés par la peinture, par exemple les paysages industriels.
Voici une œuvre de Baldus. En 1855, à l'occasion de l'exposition universelle, la reine Victoria se rend en France et elle est escortée de Boulogne-sur-Mer à Paris par l'empereur Napoléon III. Pour marquer cette visite, le baron de Rothschild, président et principal actionnaire de la Société des chemins de fer du Nord, a l'idée de lui offrir un album souvenir qui montre les principales étapes de son voyage en train. 4 ans après, on fera de nouveaux clichés à l'occasion de l'inauguration d'une branche qui relie Paris à Compiègne via Saint-Denis. On a donc des photographies comme celle-ci, qui démontrent que la photographie, débarrassée d'une certaine manière des prétentions esthétiques par le souci documentaire, par les commandes, peut trouver une voie originale, qui est la voie de la précision, et qui lui permet de trouver une originalité, à l'opposé du pictorialisme. C'est sans doute pas un hasard si le chemin de fer et les paysages qu'il transforme ont accompagné une certaine modernité. En peinture avec l'impressionnisme, et en photographie avec des artistes comme Baldus ou l'américain William H. Rao, dont je montre ici une œuvre. Rao a eu une activité débordante comme photographe officiel, il s'est vu attribuer de nombreuses commandes en plus de son activité quotidienne au sein de son atelier. Cette œuvre possède une rigueur de composition et un dynamisme lumineux qui ne doivent leur force à aucun courant esthétique préexistant. C'est le territoire et le paysage nouveau qui ont guidé le photographe vers une affirmation très forte. On peut dire que le chemin de fer lui-même constitue le paysage, avec sa perspective élémentaire qui guide le regard. Le talent du photographe l'a amené à saisir, pour mieux célébrer cette profondeur, une configuration lumineuse très particulière. La modernité qui s'installe dans le paysage inspire aussi les grands photographes des villes, tels Marville, qui a d'abord été peintre-graveur et qui a photographié de nombreuses œuvres du Louvre, qui connaissait donc très bien la peinture. Cette œuvre de Marville appartient à une série sur le Vieux Paris qui a été commandée en 1864 par la ville de Paris pour documenter les rues qui étaient sur le point de disparaître avec le mouvement de l'osmanisation et la transformation du paysage urbain. Ça va donner, entre 1869 et 1877, environ 450 photographies. Marville livre une composition qui est marquée par un premier plan vide, par des jeux géométriques de lumière qui ne doivent pas grand-chose à la peinture. Comme pour d'autres clichés et pour d'autres photographes, c'est le dépouillement et la rigueur qui mettent Marville sur la voie d'une nouvelle esthétique. On débouche donc à travers la banalité de certains sujets, banalité qui n'est qu'apparente, sur une modernité formelle, qui affirme des propriétés essentielles de la photographie, le cadrage, le point de vue notamment. En parlant de point de vue, il faut dire que la photographie a affirmé la première l'intérêt des points de vue en hauteur. Nadar, qui était un aérostier passionné, qui a fait de nombreux voyages en ballon, a fait les premières photos en ballon en 1858. Nadar s'est exprimé très lyriquement sur le paysage aérien. Il n'est tel que l'éloignement pour échapper à toutes les laideurs. Cette fois, c'est la photographie qui va influencer la peinture. Ce que l'on peut retrouver dans le travail d'un Camille Pissarro ou chez d'autres impressionnistes comme Monet ou Caillebotte qui adopteront eux aussi la plongée. Les vues aériennes répandues par la photographie iront jusqu'à influencer certaines œuvres des pionniers de la peinture abstraite, ainsi que l'a démontré une récente exposition au Centre Pompidou-Metz. Les vues en plongée se retrouvent également outre-Atlantique, chez Coburn, qui réalise une série en hauteur dans New York. Il avait photographié le Grand Canyon en hauteur en 1911, et il applique ici son savoir-faire dans cette vue tirée d'un ouvrage intitulé New York from its pinnacles, c'est-à-dire New York depuis ses pinacles, depuis ses points culminants. Coburn compose une vue fantastique avec une réalité prosaïque et il joue audacieusement sur l'ombre d'un immeuble. Cette science du hors-champ est une réflexion sur les propriétés de la photographie en tant que transformation de la réalité. Il se trouve que Coburn appartenait au groupe américain des pictorialistes, ceux-là même qui appréciaient le travail de leurs homologues européens, au premier rang desquels Robert de Machy, qui fut publié dans leur revue, comme la revue Camera Work de Edward Stiglitz. La carrière d'Edward Steichen constitue un bon exemple de ces influences croisées entre Europe et États-Unis. Connaissant aussi bien la France que les États-Unis, Steichen affirme une recherche picturale à partir de motifs typiquement américains, comme le célèbre Flatiron de New York. Et ici, il emploie le procédé pictorialiste de la gomme bichromatée. Et il crée, par le format et par cet effet de surface, une image plate, une évocation poétique bien plus qu'une vue urbaine. C'est là l'une de ses photographies les plus célèbres. Le point de vue en rend la présence plus effilée et magnétique à la fois. Steichen poétise la réalité urbaine, comme il le fait des bords de l'eau, à la manière des impressionnistes et des néo-impressionnistes dans d'autres clichés. Le compagnon de route d'Edward Steichen, Edward Stiglitz,
a lui aussi proposé sa vision, très proche, du Flatiron. Stiglitz s'inscrit ici dans une veine poétique qui doit encore beaucoup au pictorialisme. Cependant, le choix d'un moment différent, d'une technique différente aussi, plus précise, sans gomme bichromatée, éloigne Stiglitz du Flatiron de Steichen. La composition est très bidimensionnelle, mais le lien avec la réalité est plus fort que chez Steichen. Petit à petit, Stiglitz va se débarrasser des effets du pictorialisme. Il va dépouiller sa photographie de ses effets d'atmosphère et composer avec rigueur et netteté des vues très novatrices, comme celle-ci. On dit qu'à ces moments de mélancolie, Stiglitz allait photographier ses collègues ou encore la vue depuis la fenêtre arrière de son immeuble. Cette photographie possède un côté sculptural qui est très précis et qui se passe des effets de brume. C'est une combinaison d'abstraction et de réalisme, des caractéristiques qui inscrivent cette image dans une véritable modernité photographique. Pour finir, c'est à Paul Strand, plus jeune que Stiglitz et ayant bénéficié de son influence, qu'il revient de conclure ce parcours dans la photographie de paysage du XIXe siècle. Paul Strand nous place ici au cœur de la modernité urbaine. L'artiste tire parti de son motif, qui le guide vers une mise en page tranchante et originale. La ville est montrée comme un noyau de connexion, à travers les infrastructures architecturales qui se poursuivent au-delà des limites du champ. Ces structures se superposent et interagissent avec les réseaux lumineux, entre trouées de lumière et ombres profondes. Deux géométries se superposent donc, entre clarté et brouillage, au milieu d'un paysage surdimensionné dans lequel l'homme trouve tout de même sa place. La liberté que le photographe a trouvée au sein de la ville et de son espace aussi vertical qu'horizontal lui ouvre de nouvelles perspectives. Comme dans cette vue dans des cours au pied de l'appartement familial new-yorkais de Strand, le regard de Strand se fait à la fois objectif et abstrait. Tous les détails prosaïques sont montrés, mais ils existent au sein d'une configuration géométrique de l'espace. Il s'agit à peine d'un paysage, et pourtant nous avons bien une portion d'espace décrite depuis un point de vue. On peut penser que c'est justement cette limitation du champ visuel, à l'instar de ce que nous avons vu dans d'autres œuvres, qui a permis de concrétiser une vision nouvelle. Cette œuvre est à l'image de ce cheminement du paysage photographique au XIXe siècle. Au fil des décennies et des générations, les artistes de la photographie ont appris à conquérir de nouveaux territoires, très lointains ou comme ici infiniment proches. Leur travail a surtout consisté à prouver, discrètement, mais inlassablement, que la photographie pouvait légitimement proposer une vision du monde, à l'égal des autres arts. Je vous remercie d'avoir suivi cette conférence.